Je m'appelle Jake et je vis pour et par les chiffres. Voici un nombre très intéressant. 1 million. À propos, qu'êtes-vous prêt à faire pour 1 million? Vous pouvez embrasser la mariée. Épouseriez-vous une personne 50 ans plus âgée que vous? Vous feriez-vous un tatouage facial? Braqueriez-vous une banque? Je vous le demande. Et si vous utilisiez votre QI et développiez vos émotions pour optimiser vos gains? Ou pour faire de vos activités une source de revenus? Cette idée vous paraît plus intéressante que de brûler votre argent? Alors ne zappez pas. Je vous livre de juteux secrets. On le sait, l'argent peut pousser les gens à faire des choses insensées. Devenir millionnaire en 1 seconde est complètement dingue en soi. Mais quelles sont les probabilités que cela arrive? À vrai dire, elles sont infimes. Une chance sur 1 176 000. Autant dire que vous ne serez sans doute jamais millionnaire. Et quelles sont les chances de naître millionnaire? Une étude récente a montré que 14% des millionnaires disent être nés riches. Je dirais plutôt qu'ils sont nés 100% vénards. Mais qu'en est-il de l'immense majorité qui n'a pas eu cette chance? Y a-t-il en nous des signes avant-coureurs de richesse? 616, c'est l'un des nombres clés de notre formule magique à 1 million. Et il pourrait bien vous remplir les poches. Nous sommes descendus dans la rue, voir ce qu'il signifie. Nous avons été vérifier si les passants trouvaient la réponse à cette énigme. En observant cette suite de symboles, devinez à quoi ressemblera le suivant. Nous vous laissons 8 secondes, puis nous comparerons votre score à celui des autres. C'est tout ce que je trouve. Il me reste combien de temps? C'est impossible. Comment voulez-vous que je trouve? Vous avez trouvé? Voici un indice. Miroir, miroir. C'est dur. J'abandonne. Je vois des 1, des 2, des 3 et des 4. Je laisse tomber, je ne trouve pas. C'est bon, j'y suis. C'est bon. Quand vous savez pas, appelez-moi. Vous avez compris, chaque symbole se compose à moitié du chiffre reflété à l'envers dans un miroir, à commencer par le 1. Hormis le fait qu'il est génial, quel est le but de ce jeu? Eh bien, votre capacité à résoudre ce type d'énigme peut être signe d'une intelligence supérieure, mesurable par le QI ou quotient intellectuel. Une récente étude a montré comment notre quotient intellectuel peut influer sur nos revenus. Mais quel est le rapport entre ce nombre 616 et votre QI? Une étude a déterminé que la valeur de chaque point supplémentaire de quotient intellectuel situé au-dessus d'une moyenne de 100 rapportait entre 202 et 616 $ par an. Cela signifie que la différence entre un QI moyen de 100 et un QI supérieur de 130 peut équivaloir à une variation de 6 000 à 18 500 $ de revenus annuels. De quoi vous donner l'impression de faire partie du 1% de personnes les plus riches de la planète. Mais l'écart est énorme entre avoir l'impression et faire vraiment partie. D'où la question, y a-t-il d'autres parties de notre corps qui puissent nous faire gagner de l'argent? En quoi la physionomie de Bill Gates a-t-elle pu influer sur son succès? Une étude menée sur les grands chefs d'entreprise a révélé que les hommes au visage rond dégageaient un bénéfice supérieur de 10% à ceux des directeurs au visage plus étroit. De précédentes études ont en effet établi une corrélation entre les hommes au visage large et un niveau supérieur de testostérone conférant un sentiment accru de puissance. Quels sont maintenant les atouts physiques de Scarlett Johansson qui ont pu en faire l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood? Peut-être pas ceux que vous croyez. D'après une étude menée sur les femmes américaines, les blondes gagneraient statistiquement plus que les brunes ou les rousses. Et qu'en est-il de la taille? Non seulement elle aide les athlètes à battre des records en compétition, mais elle permet de gagner plus d'argent en affaires. D'après une étude, seuls 14% des hommes américains mesurent plus d'1,80 m. Mais ils sont 58% des directeurs généraux des 500 plus grosses sociétés recensées par le magazine Fortune. Peut-être est-ce dû au lien inconscient entre la taille d'un dirigeant et l'idée qu'on se fait de sa grandeur. Comme beaucoup d'entre nous, je n'ai qu'une seule similitude avec les millionnaires, mes cheveux blonds. Revoyons notre formule à $1 million. Pour l'instant, nous disposons seulement de 2 données de l'équation, les traits physiques avec lesquels nous sommes nés et notre cerveau.
Vous vous souvenez quand je dis que l'accroissement de votre QI pouvait entraîner une augmentation de vos revenus? Eh bien, il se trouve qu'une autre partie de notre cerveau est associée à notre aptitude à gagner encore plus d'argent. Vous voulez en savoir davantage sur cette mystérieuse zone? On l'appelle QE ou quotient émotionnel. Ce domaine d'étude en pleine expansion s'intéresse à notre capacité à déchiffrer nos émotions et celles des autres. Nous avons installé des caméras cachées dans une fourrière pour comparer votre QE à celui de Denise. C'est elle qui tient l'accueil. Son tact à gérer les contrevenants mécontents pourrait bien être révélateur de son avenir financier. Bonjour. Eh, ma voiture est bien chez vous, non? Je vais voir. Comment vous appelez-vous? Chase. Quel type? Une BMW 745i. Oui, je crois qu'on a ça. Pourquoi? Vous vous êtes garé dans une rue en travaux. Et il vous en coûtera 350 $. Rendez-moi ma voiture tout de suite. Je ne peux pas. Rendez-moi ma bagnole. Donnez-la-moi. Parlez-nous un peu du quotient émotionnel. Tout notre comportement est conditionné par nos émotions. Les personnes capables de comprendre et de gérer cela de manière plus efficace se trouvent être celles qui gagnent plus d'argent et réussissent mieux dans la vie. Tiens donc, cela signifie que le quotient émotionnel serait lié au succès financier? Absolument. Comment diriez-vous que Denise s'en est tirée en termes de quotient émotionnel? Ce qu'elle a très bien fait, c'était de rester calme. Rester calme dans une situation de stress est signe d'un QE supérieur? Oui, en particulier face à une personne impétueuse, comme ce monsieur. Y a-t-il une chose qu'elle aurait pu faire qui dénote un QE encore plus élevé? Oui, une chose l'a empêchée d'être championne du quotient émotionnel. Elle n'a pas validé son ressenti. Ah bon? Il lui suffisait de dire « Monsieur, je comprends que vous soyez très mécontent. » Car lorsque vous formulez vos émotions, cela a le pouvoir de vous calmer. Je réalise que ça aurait pu se passer beaucoup mieux pour moi à l'université. Et je sens que vous cherchez à me cataloguer. Je sais d'où vous venez, mais inutile d'en parler ici. Allô? Et que dites-vous de cette femme? Je fais un saut à la fourrière. Je peux vous aider? Je viens chercher ma voiture. Quel est votre nom? J'étais juste allée chercher un café pour mon directeur. J'ai besoin de connaître votre nom. Stacy. Vous avez une Honda Accord? Oui, gris métallisé. C'est bon, on l'a. Ça fera 350 $. Je t'ai dit que j'arrive tout de suite. Madame, d'autres clients attendent derrière vous alors. Excusez-moi, je suis au téléphone. D'accord, mais je ne peux pas travailler correctement si vous ne coopérez pas. Je peux parler à un responsable? Il n'est pas disponible pour le moment. Mais je peux répondre à toutes vos questions. Ça ne va pas m'aider. Moi, je ne paye pas 350 $. Un problème vous en empêche? Vous n'avez pas de quoi payer? Voilà, c'est ça. Je n'ai pas cette somme. Comment Denise a-t-elle géré cette femme peu agréable vissée à son téléphone? Elle a réagi mieux que la moyenne en faisant preuve de patience. Une sainte patience. Elle a compris qu'elle ne la ferait pas raccrocher. En somme, Denise s'en est bien sortie. Très bien sortie. Génial. Bonne journée. T'as raison. Vous avez vu que le quotient émotionnel joue un rôle important dans notre formule gagnante. D'après le Dr Bradbury, chaque point supplémentaire sur votre QE peut rapporter annuellement 1300 $ de plus et jusqu'à 28 000 $ pour les gens très gâtés en QE. Mais qu'est-ce qui différencie le QE du QI? Pour tenter d'y répondre, j'ai voulu voir si j'arrivais à lire l'argent sur le visage des gens. Observer les expressions des gens autour de soi est un moyen efficace de se faire une idée de leur quotient émotionnel. Le docteur Bradbury m'a aidé à deviner ce que ces personnes ressentaient. Y arriverez-vous? Que ressent cet homme? Est-il heureux? Triste? Nerveux? Réponse: il est heureux. Et celui-là, son expression trahit-elle de la peur? Est-il désorienté ou en colère? Réponse: en colère. Passons maintenant de l'observation des gens à leur écoute. La question posée, qu'êtes-vous prêt à faire pour 1 million $? Ce que je ferais pour 1 million $? Je serai prêt à me battre comme un bébé lion. J'enfilerai un short et je descendrai dans un bassin rempli de serpents. Je ferai 3 jours de yoga non-stop. Je sauterai en parachute du haut d'un immeuble, peu importe sa hauteur. Je lécherai les rails du métro new-yorkais. Pour 1 million $, je danse à poil dans la rue. Cool. Je refourguerai ma copine si je pouvais. Quoi? Ouais. Certains seraient prêts à faire n'importe quoi. Mais qu'avons-nous appris jusqu'ici? Nous avons vu que les quotients intellectuels et émotionnels sont des composantes essentielles pour gagner beaucoup d'argent.
Je ne sais pas pour vous, mais le fait de savoir ça me fait me sentir beaucoup plus intelligent. Un vieil adage dit « L'investissement dans le savoir rapporte toujours les meilleurs intérêts ». Comme nous cherchons la recette du million, retour sur les bancs de l'école pour un quiz surprise. En comparant des étudiants issus de milieux socio-économiques identiques, lesquels sont susceptibles de mieux réussir, ceux ayant étudié en université ou ceux qui ont suivi un cursus dans le privé. Avez-vous trouvé quel type de diplômé réussit le mieux dans la vie? Les étudiants du public ou du privé? La réponse, ni les uns ni les autres. C'est vrai, une étude a prouvé que dans les villes américaines, aucun des étudiants issus du public comme du privé n'avait d'avantage sur les autres. La vraie différence viendrait de l'investissement des parents. Des recherches ont montré que des parents très investis dans les études de leurs enfants lui assuraient un avenir 2 fois plus prometteur que le statut socio-économique de sa famille. Voyons maintenant une autre composante de la formule magique permettant d'approcher de notre million. Regardez ça. Ces 9 points vont jouer un rôle clé dans l'étape suivante qui consiste à faire marcher nos neurones pour m'aider à m'extraire de ce fichu truc. Vous avez remarqué que ma posture n'est pas très banale. Vous vous doutez que je prends des risques inconsidérés pour vous aider à vous façonner un cerveau digne de gagner 1 million. Et dans ce cas précis, ni mon QI ni mon QE ne m'aideront à me tirer d'affaire. Mais les gens dans la rue, si. Vous n'avez pas l'air très à l'aise là-dedans. C'est le moins qu'on puisse dire. Essayez de trouver la solution de l'énigme. La règle est simple, reliez tous les points à l'aide de 4 lignes droites sans jamais lever le stylet. Ça a l'air plutôt simple, en tout cas, je l'espère pour moi. Allez James, vous y êtes presque. Une fois le code trouvé, la tablette déverrouillera la porte et je serai libre. Désolé, je fais ce que je peux. Allez. Ça va marcher ce coup-ci, je le sens. Tu peux y arriver. Ouais, ouais. Approche intéressante, pas mal. Ouais. C'est possible. C'est techniquement possible. Moi, j'ai peur que vous restiez enfermé dans ce machin pour le restant de vos jours. Y a pas de stress. C'est pas comme si j'étais coincé dans une boîte. C'est moins facile que ça en a l'air. Mince. Sens-le venir, lance-toi. La persévérance paie forcément. Non. Pas de stress, mec. Toute l'Amérique regarde et ma vie dépend de toi. Je t'ai bloqué. Mince. Je sens que je vais moisir là-dedans. Mais je connais un groupe de personnes qui sauraient me tirer de ce piège en quelques secondes. Pas avec brutalité, mais grâce à un plan très original concocté par cet homme. Voici Kevin Cayley, entraîneur en chef de l'équipe de football américain du lycée privé Pulaski dans l'Arkansas. Son approche originale du jeu lui a valu des records impressionnants et une tactique similaire à la sienne pourrait bien vous faire gagner le million. Mais attention, Cayley va vous laisser jouer seul. À vous d'assurer avec perspicacité votre avenir financier. Mon équipe s'échauffe avant de jouer. Devinerez-vous combien de temps avant le match nous sommes arrivés pour nous préparer? 3 heures, 2 heures ou 45 minutes? La réponse est 45 minutes. La plupart des entraîneurs aiment que leur équipe arrive 2 heures avant le coup d'envoi. Moi, j'aime que mes joueurs soient sur le terrain 45 minutes avant le début du match. Le temps passé à cogiter finit par faire perdre leurs moyens aux joueurs. Conclusion, ne réfléchissez pas trop. Voici un coup de pied de dégagement typique où l'équipe adverse nous envoie le ballon. Quelle est la bonne réplique à cela? Laisser l'équipe adverse tirer le dégagement sans le lui retourner, désigner un punt returner et courir hors zone d'en but, essayer de marquer un touchdown. La plupart des fans et des entraîneurs pensent qu'il faut rendre chaque coup de dégagement. Mais d'après les statistiques, le risque de mal attraper la balle est plus important que celui de la renvoyer pour inscrire un touchdown. Alors, pour prendre les bonnes décisions, commencez par bien connaître les statistiques. La leçon à retenir, apprenez vos leçons. Nous voici en 4e tentative où il reste une chance de regagner du terrain. Quel que soit l'endroit du terrain où l'on se trouve, 99% du temps, quelle est la bonne tactique? Faire un tir de dégagement vers l'autre équipe ou monter en offensive pour inscrire un touchdown? Je considère les tirs de dégagement comme un échec, et je n'en fais jamais.
Cela reviendrait à offrir la balle à l'équipe adverse. C'est comme si vous jouiez à un jeu de société et vous passiez votre dernier tour pour l'offrir au concurrent. Si on peut monter à l'offensive en 4e tentative et y arriver près d'une fois sur deux, cela nous laisse presque 50% de chances supplémentaires d'inscrire un touchdown. J'espère que quelqu'un me récompensera en trouvant la clé de l'énigme de sorte que je puisse sortir de cette fichue boîte. Souvenez-vous, la règle est simple. Reliez les 9 points en tirant 4 lignes droites sans jamais lever le stylet. Tu vas y arriver. Intéressant, mais c'est toujours pas ça. Je dois faire ça en 4 lignes seulement? 4 traits, mais sans lever les doigts. Il faut relier comme ça les 9 points, tous doivent être reliés. Je peux sortir du cadre ou il faut que ce soit dedans? Du moment que vous me sortez de là, ça me va. Hein? Oh, je sens qu'on approche. Ah, j'aime bien ce que vous faites, oui. Ouais! Bravo. Oui. Ah, Dieu que je suis content. Vous êtes génial, Marissa. Merci infiniment. Vous êtes libre. Allez, on danse, mon ami. C'est si bon d'être au soleil. C'était bien entendu une façon extrême de tester vos capacités à raisonner de manière créative. Mais c'était aussi un test visuel pour voir si vous aviez pensé à sortir littéralement du cadre pour trouver la solution. En plus de notre QI qui renvoie à l'intelligence pure et de notre QE en rapport avec l'intelligence émotionnelle, notre aptitude à nous distancer d'un problème pour le considérer sous tous les angles est essentielle à la réussite financière. Pour se garantir un succès financier, il ne faut pas étriquer son cerveau, mais au contraire analyser le problème sous une perspective différente. Quelle grande marque fut créée en coulant du caoutchouc dans un gaufrier? Nike a démarré le jour où Bill Bowerman a utilisé le moule à gaufres de sa femme pour créer les semelles du premier prototype de chaussures de course. Après une longue marche dans les bois où son chien et lui reviennent couverts de fleurs de grande bardane, Georges de Mestral a l'idée de créer la bande autogrippante. Quelle société est née d'une boîte en bois, d'un petit écran et d'une carte mémoire artisanale? Apple a démarré avec une carte mémoire, du bois de récupération, un écran 4 pouces et le travail acharné de Steve Jobs et Steve Wozniak enfermés dans leur garage. Revenons à notre formule. Nous avons le QI, le QE et la pensée créative. Mais à quoi tout cela rime-t-il? Pas grand-chose si vous ignorez comment l'utiliser au quotidien. Voyons maintenant les parcours qui permettent d'accéder à notre formule gagnante. Chose intéressante, certaines pistes s'ouvrent devant nous, mais nous avons parfois du mal à les voir. Vous avez de la chance, j'en ai repéré une. Mais avant de connaître mon indice, regardez ça. Combien de fois en moyenne un adulte change-t-il d'emploi avant l'âge de 50 ans? 2, 5 ou 11? La réponse est 11. Une étude gouvernementale sur les enfants du baby-boom a montré qu'ils changent de travail près de 12 fois avant d'arriver à 50 ans. Le changement et la transition ne sont jamais faciles, mais la plupart des gens préfèrent procéder ainsi, ce qui nous amène aux données suivantes de l'équation. Avant qu'Edison n'invente ceci, il a essuyé d'innombrables échecs. Des recherches récentes nous apprennent qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer. Bien au contraire, l'échec peut être vu comme un avantage. Certaines personnes parmi les plus couronnées de succès ont même commencé comme des losers. Alors bienvenue aux Oscars des losers. Voici les candidats nominés pour leurs échecs monumentaux. Voyons si vous devinez qui sont ces célébrités. Son premier roman fut refusé plus de 30 fois, mais grâce à cet échec, il est devenu l'un des maîtres du film d'horreur. La première récompense est attribuée à Stephen King. Ce directeur général de la NBA commença par être renvoyé de son équipe de basket la première fois qu'on l'a mis à l'épreuve. Et j'ai nommé Michael Jordan. Ce qui nous amène à notre dernier candidat. Animatrice d'un talk-show immensément célèbre, elle fut d'abord renvoyée pour être inapte à présenter des journaux télévisés. La gagnante est Oprah Winfrey. Mais pour se transformer en succès, l'échec a besoin d'un atout. Aucune de ces célébrités n'aurait réussi sans être capable de s'adapter. Ce qui nous amène à l'étape suivante de notre formule à 1 million, la faculté d'adaptation. Voyons cela en images. Voici le chef Édouard, magicien S-Gastronomie. Et voici Brice, chef personnel de renommée mondiale. Ces virtuoses en connaissent un rayon. Je leur ai laissé 1 heure pour me préparer mon plat préféré, des nouilles chinoises épicées aux légumes. Pour eux, ce serait un jeu d'enfant. Alors, qu'ont-ils à nous enseigner sur la faculté d'adaptation? Je leur ai demandé de travailler sans couteau ni ustensiles. Comment je vais hacher mon ail, moi? Pendant qu'ils cherchent une solution, j'ai une voiture à acheter.
Pour avoir l'air d'un millionnaire, commencez par vous offrir une belle conduite. Mais j'ai horreur de faire de gros achats. Je me fais toujours plumer, sauf que cette fois, j'ai l'assistance d'un ami spécialiste de la question. Je veux faire une bonne affaire. D'accord. À propos, mon ami Oren est négociateur professionnel. Bonjour. Je peux vous aider? Ce revendeur l'ignore, mais Oren va nous montrer 3 techniques de négociation. Je cherche une nouvelle voiture. Comme vous l'avez vu, nous avons toute une gamme d'occasions qui vont de 3 000 à 40 000 $. Parfait. Très bien. Vous avez quel budget? On aimerait voir ce que vous nous proposez avant de parler d'argent. Complètement. Laquelle de ces 3 techniques Oren utilise? La mise en concurrence, la collaboration ou l'évitement? Réponse, l'évitement. Dans une négociation, ne soyez jamais le premier à donner un prix. En incitant votre interlocuteur à faire une offre, vous prendrez nettement l'avantage. On a des breaks, des coupés. En annonçant au vendeur « On aimerait bien voir ce que vous avez à nous proposer », vous avez évité sa question et réorienté la conversation à votre avantage. Elle est miteuse. Boîte auto. Éviter la question et réorienter la conversation fait partie de notre attaque en 3 coups. Voiture géniale, ça pourrait bien être elle. Pendant que la tension monte, voyons si nos 2 chefs s'adaptent ou s'ils pédalent dans la choucroute. Souvenez-vous que ces gars préparent mon plat chinois préféré. Ils sont en plein coup de feu. Mince, qu'est-ce qui se passe avec le gaz? Ah oui, au fait, j'ai décidé de leur couper le gaz. Vous vous souvenez des vertus du fiasco? Je sens qu'ils en approchent tous les 2. Leur capacité à s'adapter est ici essentielle à leur succès culinaire et financier. Nous reviendrons vers eux dans une minute, mais je dois d'abord faire une offre sur une décapotable. J'avoue que cette décapotable m'intrigue, je la trouve chouette comme tout. Maintenant que j'ai fait mon choix, voyons une autre technique de négociation. Elle fait 15 999 $. D'accord, je la trouve géniale. T'en penses quoi, Oren? C'est une belle voiture. Pourquoi ne pas faire comme ça? On prend quelques minutes pour réfléchir et on voit si c'est celle qu'il nous faut. D'accord. Et dès qu'on est prêt, on revient vers vous, ça va? Cette offre est valable aujourd'hui. Avez-vous compris ce que cherche à faire Oren? Il veut un compromis, collaborer ou s'adapter à l'attente du vendeur. Il veut s'adapter à son attente. Il faut qu'on effectue une recherche. Voyons un instant quelle est la cote d'occasion de cette Mustang. Bien vu. En vous adaptant, vous ralentissez le rythme de la négociation et vous vous ménagez du temps pour recueillir des informations et prendre votre décision. Les négociateurs impatients capitulent toujours. Elle fait entre 13 000 et 14 000. Donc? Elle te plaît vraiment? Oui. On la prend à ce prix? Et comment? Alors on y va. Parfait. Et maintenant, le coup de grâce. Barry, elle nous plaît. On a fini notre recherche et j'ai vu que ce modèle se négocie entre 13 000 et 14 000. Alors on en a parlé et nous sommes prêts à vous la prendre, mais pour nous, il est hors de question d'en dépenser plus de 13 000. Je vois. Je crains que ce soit un peu difficile. J'espère que vous acceptez. Sinon, nous irons voir ailleurs. Être prêt à partir sans acheter est la botte absolue d'une négociation rondement menée. C'est un peu bas comme prix, mais j'ai cette voiture depuis 2 mois. Laissez-moi regarder rapidement mon dossier des dépenses, que je vois combien j'ai déboursé ces derniers mois. Bon, je crois que ça peut le faire. Parfait. C'est vrai? Formidable. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, j'apprécie. Bravo. Souvenez-vous, ne soyez jamais le premier à proposer un prix. Temporisez la négociation, effectuez une recherche comparative, créez un effet de levier en influençant le vendeur et tenez-vous prêt à partir si l'affaire ne vous convient pas. Voilà comment s'en sortir gagnant. Une récente étude a montré que plus de 40% des employés américains disaient ne pas être confiants de leur talent de négociateur, tandis que 25% admettaient n'avoir jamais négocié. Les personnes qui ne négocient pas les salaires de leurs premiers emplois doivent savoir qu'arrivées à 60 ans, elles auront perdu des centaines de milliers de dollars à cause de leur désintérêt et de leur moindre augmentation de salaire. En matière d'argent, un négociateur aguerri peut devenir riche. Mais que se passe-t-il quand on est dans la mouise comme ces gars ? Je me demande comment ces chefs s'en sortent avec la quantité de sales coups que je leur ai fait. Et voilà, vos nouilles chinoises épicées. Salut les amis, je sais que je vous ai mis pas mal de bâtons dans les roues. Vous pensez vous en être bien sortis? Il a fallu que je bataille. D'abord, tu nous as viré les couteaux. Merci beaucoup. Et ensuite, t'as coupé le gaz. Comment veux-tu qu'on cuisine? Si on me coupe le gaz, je comprends que c'est le moment de servir. J'ai trouvé ça difficile, surtout quand il a fallu que j'utilise une boîte comme passoire pour égoutter les nouilles. Qu'est-ce qui leur est arrivé exactement? J'ai percé des trous dans la boîte, mais le fond était trop mince. Alors elles ont fini direct dans la poubelle.
Et voilà ce qui reste. Je suis désolé de t'avoir donné du fil à retordre, mais j'ai juste voulu montrer ce qu'était la capacité d'adaptation. Cette qualité est l'une des plus importantes qu'on puisse avoir sur le marché du travail. Le monde change si vite qu'il faut savoir anticiper. Un sondage a montré que les employés plaçaient la capacité à s'adapter au-dessus de toute autre qualité professionnelle, y compris des aptitudes à diriger et à résoudre les problèmes. C'est logique. Exactement. Il est souvent plus important pour un employé d'être capable de réagir rapidement qu'autre chose. C'est vrai, surtout en cuisine. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites tous les jours. Oh que oui. Absolument. En tout cas, vous vous en êtes très bien sortis tous les deux. Édouard, tu t'es débattu comme pas permis. T'as fait tomber une assiette brûlante. Tu t'es même débrouillé sans le moindre couteau. Sans ouvre-boîte. Sans ouvre-boîte, oui. Juste histoire de compliquer les choses. Alors bravo pour ce beau travail. Quant à toi, Brice, je te félicite aussi. Mais tu dois savoir que lorsque je demande de faire des nouilles chinoises aux légumes, les nouilles sont un ingrédient important. Ouais, ça manque, hein. Un peu, oui. On sent qu'elles se sont fait la malle. Ceci dit, ton plat a tout de même l'air délicieux. Et comme je crève de faim, j'ai hâte de goûter à vos deux assiettes. Mais sans couvert, je vais devoir m'adapter moi aussi. Voilà pourquoi je ne quitte jamais ces outils, mes amis. Des stylos? Mes fidèles stylos. Intéressant. Cette assiette est très 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 bonne, franchement. J'essaie l'autre. Sympa, même sans les nouilles. Incroyable. Toutes les deux valent bien $1 million. Pendant que je me sustente, je vous laisse regarder ça. Parfois, votre prénom en dit long sur vous. Devinerez-vous quels sont les deux prénoms les plus répandus chez les chefs d'entreprise? Est-ce Bob, Steven, Deborah, Cathy ou Eugène? Avez-vous deviné les deux prénoms rencontrés le plus souvent parmi les directeurs généraux? Est-ce Bob, Steven, Deborah, Cathy ou Eugène? Réponse, Bob et Deborah. Un sondage utilisant une base de données professionnelle a démontré que Bob et Deborah sont plus répandus. Mais pourquoi? Un linguiste spécialisé dans les prénoms pense que les hommes et les femmes peuvent tirer profit d'un prénom plus facilement reconnaissable. Chose intéressante, ce même linguiste pense que la plupart des hommes utilisent un prénom raccourci comme Bob pour Robert pour être plus accessible, plus sympathique, alors que les femmes au contraire vont vers des prénoms plus longs comme Deborah pour renforcer l'impression qu'elles sont plus professionnelles. Jusqu'ici, notre formule à $1 million se compose de notre trait physique, de notre QI, notre QE, notre façon de travailler avec les autres, notre pensée créative, nos aptitudes à négocier et nos fiascos. Nous sommes partis pour décrocher le million, mais attention, je risque de bousculer votre façon de penser en trouvant de l'argent dans des lieux où l'on s'y attend le moins. Pourquoi ces 5 personnes se tiennent-elles devant une meule de foin? Nous leur avons demandé de retrouver l'aiguille que nous y avons cachée pour prouver que c'est possible. Comment? La tâche vous paraît impossible? Pas vraiment. Il existe une manière très simple d'y arriver. On s'éclate jusqu'au moment où on se pique. Vous devinez ce que c'est? La réponse est une autre variable essentielle de notre formule à $1 million. Allez l'aiguille, brille! Mais avant de trouver, direction l'ère du numérique. Aujourd'hui, il semblerait qu'on ait tous besoin de ce truc pour réussir. Le fait de répondre immédiatement à nos mails et textos nous donne l'impression de prendre des décisions plus rapides et meilleures. Mais ne sommes-nous pas en train de nous fourvoyer? Bonjour. Voici Franck. Il mène une expérience pour creuser cette question capitale. Chacun de ces bambins s'est vu offrir un marshmallow. Tu aimes les marshmallows? Oui. Soit tu manges celui-ci quand tu en as envie, D'accord. soit tu attends que je revienne. On leur a dit que s'ils attendaient 15 minutes avant de manger leur guimauve, ils en auraient une deuxième. C'est là que vous intervenez. Comme ces enfants avec leur marshmallow, si vous arrivez à ne pas tripoter votre téléphone portable pendant un quart d'heure, je vous livre le secret absolu pour empocher $1 million en fin d'émission. C'est des marshmallows? Oui. Il vient quand? Cette petite fille n'est pas seule à lutter. Je me pique de partout.
Ce truc est impossible. C'est bien pour ça qu'on parle d'aiguilles dans une botte de foin. J'abandonne. Ah bon? Salut. Terminé. Bye. Ouais. Ne te laisse pas abattre pour si peu. Je jette l'éponge aussi. Vraiment? Ouais, c'est stupide ce jeu. J'ai paumé mon samedi, c'est tout. Dommage. Oh. D'accord. Ils ont jeté l'éponge un peu vite et je ne leur en veux pas. La clé du succès est pourtant simple, mais ils ont l'air d'être 3 sur 5 à l'avoir trouvée. La voilà. Si tu le manges, t'en auras pas d'autres. Bravo! Et donc? Ça t'en fait 2? Oui. Je peux les manger? Oui, tous les 2. Cette expérience peut passer pour un jeu d'enfant, mais elle a servi à tester un élément important de notre formule à $1 million. Vous voulez savoir lequel? Attendez voir. Attendez voir. C'était la procrastination. Je suis sûr que vous vous dites, si la procrastination rapportait de l'argent, je serais déjà millionnaire. Alors, si vous n'avez pas touché à votre portable ces dernières minutes, comme je vous l'avais demandé, vous êtes peut-être déjà en passe de remporter le pactole en apprenant à repousser les délais. La plupart des gens pensent que la procrastination consiste juste à éviter une chose, mais cela peut simplement permettre de repousser consciemment une décision afin de prendre la bonne. Vous vous souvenez de lui? C'était dur? Non? Facile alors? Si l'expérience menée par Frank peut passer pour un exemple de maîtrise de soi de la part de ses enfants, elle indique peut-être s'ils sauront plus tard maîtriser l'art de procrastiner. Si Frank Partnoy peut éclairer sur l'importance de la procrastination, c'est parce qu'il est l'auteur d'un livre sur le sujet. Je veux vous montrer pourquoi la procrastination peut être une bonne chose. Renvoyer à plus tard n'est pas forcément nuisible. En fait, avec l'avènement de la technologie qui précipite nos décisions, la faculté de temporiser est parfois la solution pour s'assurer le succès. Le premier exemple que je peux vous donner est celui des joueurs de tennis effectuant un retour de service sur une balle arrivant à plus de 160 km/h. Pourquoi font-ils mieux que nous? Est-ce parce qu'ils ont un temps de réaction visuelle plus rapide? Est-ce parce que leur temps de réaction physique est plus rapide? Ou est-ce parce qu'ils sont capables d'attendre la dernière milliseconde pour réagir? En fait, la recherche montre que ce qui différencie les joueurs de tennis professionnels des amateurs est leur capacité à attendre les 50 millisecondes fournissant un supplément d'information sur la balle qui fonce vers eux. C'est ce délai qui leur donne l'avantage sur nous. Alors, leçon numéro 1, allez-y doucement. Pour l'exemple suivant, je vous emmène en salle d'urgence observer un médecin urgentiste qui dispose d'1 minute pour faire un diagnostic. Combien de temps lui faut-il pour prendre sa décision? Doit-il prendre 5 secondes en fonctionnant à l'intuition? Doit-il attendre 59 secondes? Doit-il patienter 5 minutes sous prétexte qu'1 minute ne suffisait pas et lui fallait un peu plus de temps? La réponse est 59 secondes. L'explication tient dans notre deuxième leçon, la gestion des délais. Attendre 5 minutes pour un patient arrivé en salle d'urgence est si long que nous risquons de mettre sa vie en péril. Inversement, si nous prenons une décision en 5 secondes, nous n'avons pas pu réunir assez d'informations sur son état de santé. Comme autre exemple, prenons le marché des valeurs, où les traders empochent tous les jours des millions de dollars. Imaginons que nous possédons des valeurs qui viennent de chuter de 5%. Que faire? Doit-on vendre aussitôt? Ou au contraire acheter tout de suite plus de titres? Ou ne rien faire? La leçon à tirer de cet exemple consiste à ne rien faire. Réagir avec empressement peut être désastreux pour un investisseur. Les recherches ont montré que les gens qui achetaient et vendaient trop fréquemment faisaient pire que ceux qui restaient sur leurs acquis. La leçon à tirer de cet exemple est que tout n'est pas un effet de la crise. En interprétant systématiquement une baisse de 5% comme un délai de la crise, on se trompe. Nous devrions au contraire être capables d'anticiper ce type de situation pour savoir réagir sans se méprendre. Maintenant que je sais que la procrastination peut me faire gagner de l'argent, je vais commencer à réfléchir avec mon cerveau plutôt qu'avec mes tripes lorsqu'il s'agit de mon portefeuille. En parlant de procrastination, je pense que j'ai suffisamment repoussé le moment de vous livrer la clé de l'expérience de la meule de foin. J'abandonne. Je vous souhaite bien du plaisir pour trouver l'aiguille. Salut. Au revoir. On n'est plus que 2. Même en dormant, je la retrouverai. Avez-vous découvert la clé de cette énigme, au demeurant invraisemblable? La réponse, faites preuve de persévérance. Allez, quoi?
Je l'ai. La leçon, si vous restez concentré sur l'objectif sans jamais baisser les bras, vous serez forcément récompensé comme l'a été Cathy. Mais dès que vous commencerez à avoir du succès financièrement, toute la question sera de savoir comment vous ferez fructifier cet argent. Puisque vous n'avez pas touché à votre portable, j'ai une récompense. De précieux tuyaux pour transformer vos sous en un joli million. Et si cela ne vous intrigue pas, voici une chose à méditer. Parmi les pratiques suivantes, lesquelles peuvent contribuer à faire de vous un battant? Une sieste en salle de repos, une demi-heure de gym à la pause déjeuner ou des heures sup en fin de journée? Réponse: une sieste en salle de repos. S'il est vrai que vous risquez le renvoi en roupillant pendant le travail, des études ont montré qu'une sieste de 26 minutes pouvait accroître de plus d'un tiers la productivité. Voilà pourquoi de grandes sociétés comme Google, AOL ou Nike ont tout adopté les bienfaits de la sieste au travail. Nous sommes en train d'ajouter des instruments peu banals à notre formule. Voyez la réaction de vos proches quand vous leur apprendrez que procrastination et sieste font partie des recettes du succès. Sérieusement, ne le leur dites pas tout de suite, expérimentez d'abord pour vous. Si ça ne vous a toujours pas convaincu, j'ai une chose imparable. Nous allons faire fructifier votre argent. Mais d'abord, définissons la richesse. En regardant les choses sous cet angle, ça a l'air plutôt basique. Dans sa définition la plus simple, la richesse est la quantité d'argent qu'il vous reste lorsque vous déduisez ce que vous dépensez de ce que vous gagnez. Si je gagne par exemple 100 $ et j'en dépense 50, je reste riche de 50 $. Mais toute la différence vient de ce que vous faites de cette richesse. Nous avons voulu savoir de quelle manière loufoque les gens bâtiraient leur empire financier. J'aimerais inventer une paire de talons qui ne ruinent pas les pieds. Je ferai mon propre talk-show télévisé en descendant rencontrer les gens dans la rue. Je mettrai en vente des écouteurs sans fil, histoire de ne plus emmêler les miens. Je sortirai un frisbee qui soufflerait des bulles de savon quand on le lance. Moi, je serai une star du rock ou du cinéma. J'ai envie d'être connu. Je créerai un distributeur de bière bien fraîche. J'ai une idée de jeu télévisé autour de la boisson, mais je ne peux pas en parler car je travaille à son développement. Pas évident que ces idées rapportent 1 million, mais cela en dit long sur la façon dont les Américains vivent leur argent. Dans un récent sondage, on s'est aperçu que les classes moyennes américaines avaient dépensé l'année dernière plus d'argent dans la rénovation de leur maison ou leurs vacances qu'en placement retraite. Voyons ce qu'on peut faire pour freiner ça. Je me suis rendu à l'hippodrome avec Louis Barraras, conseiller financier, afin de voir comment les paris hippiques peuvent m'aider à mieux investir. Je vais vous montrer quelques concepts financiers et le meilleur endroit pour le faire est ce champ de course. Je voudrais que vous choisissiez un cheval en regardant là-dedans et que vous me disiez celui qui gagnera. Je peux étudier ça de près? Vous n'avez pas beaucoup de temps, les chevaux vont bientôt s'élancer. Je vais tout miser sur le même. Vous êtes sûr? Absolument, je le sens bien. Alors allons parier et plus tard, je vous montrerai précisément ce que vous auriez dû faire. Bon, c'est ce qu'on verra. D'accord, allons parier. Et empocher de l'argent. C'est là. Bonjour, je voudrais parier 100 $ gagnants sur Scorpion Time. Je vous sens nerveux, mais attendez voir. Tout? Scorpion Time gagne toujours, vous verrez. Génial. J'ai choisi de miser tout mon argent sur un seul cheval gagnant, pendant que Louis pariait sur un autre. Qui a vu juste? Vous le saurez bientôt. Allez, Scorpion Time, j'ai intérêt à gagner. J'ai emprunté sur la cagnotte de mon fils réservée à sa coopérative scolaire. Allez! Allez, avance, plus vite! Donne tout ce que t'as, mon bonhomme. Ralentis pas. Allez, crois en toi. Moi, je crois en toi. Allez, Storm, tu tiens le bon bout. J'ai toujours cru en toi. Allez, mon gars, c'est ta dernière chance de faire un triomphe. T'es le meilleur. Tu y es, Storm. Oh, ouais. Désolé, mon pote. C'est pas grave, mon cheval s'est quand même bien éclaté. Pourquoi Louis est-il si content? Pendant que je misais à tort mes 100 $ sur la victoire absolue de Scorpion Time, Louis a parié sur la possibilité que Storm in Blairstern arrive premier, second ou troisième. Et il a empoché 540 $. Dans la vraie vie, on parlerait de diversification. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, n'est-ce pas? Certains investissent tout ce qu'ils ont dans un même objectif et sont sûrs de décrocher le jackpot. Mais ils se retrouvent ruinés à cause de l'effondrement du marché. Il faut au contraire diversifier ses placements. Misez plus large.
Comme ça, si vous perdez la course, il vous reste des billes sur autre chose. Et par conséquent, des chances de gagner de l'argent. Pour moi, ce cheval est un cheval mort. Tout cela est utile à savoir. Mais faut-il avoir beaucoup d'argent pour investir? La réponse est non. Investissez ce que vous pourrez, mais assurez-vous de le faire chaque année. Plus important encore, la règle d'or universelle serait que les foyers mettent de côté 15% de leur revenu annuel. Si dès l'âge de 25 ans, vous commencez à investir chaque année seulement 15% de vos revenus annuels et que cet argent rapporte 5% d'intérêt tous les ans, lorsque vous prendrez votre retraite à 65 ans, vous pourrez dépenser chaque année pendant 30 ans la totalité de ce que représentait ce revenu annuel. L'investissement fait donc partie de la formule gagnante qui vous aidera à devenir millionnaire. Voici à quoi ressemble notre équation de la richesse. Nous venons d'ajouter aux variables de l'équation la capacité à engranger du capital. Mais il reste une inconnue surprenante. C'est la dernière composante de notre formule à succès. Si nous avons fourni un certain nombre d'outils, ce que vous allez apprendre est prioritaire. Avant de vous faire cette révélation, qu'est-ce qui fait qu'une idée vaut 1 million de dollars? Pensez-vous être capable de la saisir lorsqu'elle se présente? Et qu'en serait-il d'une idée valant 50 millions? Nous allons vous montrer 3 produits insensés à 1 million de dollars. L'un d'eux a permis à son propriétaire de dégager plus de 50 millions de dollars de bénéfices. Avez-vous repéré lequel? De quoi tous les chiens ont-ils besoin? D'une paire de lunettes pour protéger leur fragile pupille canine? Mais des lunettes peuvent-elles valoir 50 millions de dollars? Pourquoi attendre la fête de Thanksgiving pour offrir ce pendentif porte-bonheur alors qu'on le trouve toute l'année? Et peut-il vous rapporter 50 millions de dollars? Ce dentier factice a été conçu pour paraître grotesque, et s'il y a bien des choses que les gens aiment tourner en ridicule, ce sont les problèmes dentaires. La réponse? Le dentier factice. Comme quoi ça rapporte gros d'avoir l'air moche. Le créateur de ces fausses dents, Jonathan White, a sans doute mis en œuvre plusieurs données de notre équation à 1 million de dollars. J'imagine qu'il lui a fallu une bonne dose de QE, de pensée créative et de persévérance pour que ce gadget se vende. Après un premier succès, Jonathan a décroché avec sa marque le juteux marché des fausses dents d'Austin Powers. Si vous trouvez ça dément, attendez de voir le clou du spectacle avec la dernière variable de notre équation à 1 million. Que font ces 6 hommes? Pour assimiler l'étape suivante de notre formule, vous devez deviner qui marquera le plus de plaquages en 5 minutes parmi ces paires de concurrents. Choisissez votre préféré et commençons le bras de fer. Pendant que ces gars contractent leurs muscles, voyons si vous saurez déjouer une autre énigme. Dans ce test visuel, vous devez créer chaque fois une paire de mots nouveaux en bougeant une lettre d'un seul de ces mots. Voici un exemple. Strip pour bande et tumble pour chute devient trip pour voyage et stumble pour trébucher. Devinez les deux suivants. Cash pour espèce et broom pour balai devient crash pour accident et boom pour grondement. Hip pour ange et boast pour fanfaronnade donne ship pour navire et boat pour bateau. Si vous avez réussi ce test, vous êtes déjà sur la voie du succès financier. Souvenez-vous que chaque point de quotient intellectuel au-dessus d'une moyenne de 100 est susceptible d'augmenter votre revenu de 616 $ par an. Rien qu'en regardant la télé, c'est déjà une jolie somme. Mais revenons à nos plaquages. Alors, qui parmi ces gros bras a totalisé le plus de plaquages? Surpris? Il n'y a pas lieu. Jetons plutôt un œil sur leur stratégie. Quel est leur truc? Ils n'en ont pas. Intelligents, nos deux amis se sont aperçus qu'ils pouvaient vaincre en collaborant au lieu de s'opposer. Ils ont travaillé main dans la main, c'est le cas de le dire, pour battre les autres. C'était l'une des dernières variables de notre formule gagnante. Certaines entreprises, parmi les plus battantes, se sont ainsi associées pour gagner non pas des millions, mais des milliards. Cette firme fut créée quand un jeune inventeur connu pour ses multiples fiascos a joint ses talents à ceux des Vanderbilt et de JP Morgan. Avez-vous trouvé? En matière d'électricité, Edison était loin d'être à court d'idées géniales, mais il lui manquait l'argent pour les mettre en œuvre. Grâce à l'appui financier des Vanderbilt et de JP Morgan, il s'est assuré l'avenir que l'on sait. Un fabricant de bougies et un fabricant de savon se sont associés après que leur beau-père les a encouragés à monter ensemble une grosse société. Voilà comment est né Procter & Gamble. Après que leur beau-père leur a fait remarquer qu'ils rivalisaient pour l'accès aux mêmes matières premières, ils ont uni leurs forces. Le reste appartient à l'histoire.
Nous avons vu qu'il y a plusieurs manières de gagner 1 million de dollars. En développant votre quotient émotionnel, en affinant vos aptitudes à négocier, en pensant de manière créative, en faisant preuve de persévérance et en adoptant les vertus des siestes et de la procrastination, je vous ai montré des moyens originaux de créer votre formule gagnante. Maintenant, quand je vous demanderai 1 million, vous êtes cap, vous pourrez me répondre « ça va pleuvoir ». J'espère que c'est pas prêt de s'arrêter.